Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme ScriptNote, les mondes de l'écriture. Durant nos précédents cours, on a vu comment écrire pour le cinéma, pour la série, pour le jeu vidéo, et cette fois-ci, on va s'intéresser plus spécifiquement à comment écrire pour le roman. D'abord, une introduction. Le roman, on peut le voir comme une forme narrative longue qui permet d'explorer en profondeur des personnages, des thèmes et des contextes. Il y a eu des évolutions historiques, du roman épistolaire aux formes modernes, chaque époque a marqué son style et ses thématiques. Il y a une importance de l'introspection, il y a un rythme plus lent, des descriptions approfondies qui permettent d'explorer l'intériorité des personnages. En termes de narration immersive, contrairement au cinéma, le roman engage l'imagination du lecteur en utilisant des techniques descriptives riches. Sur le rythme et les structures souples, il y a une possibilité d'une narration non linéaire, de flashback et de digression. Sur l'exploration détaillée des personnages, la longueur permet de déployer les facettes psychologiques des personnages sur plusieurs chapitres. Sur le monde interne des personnages, il y a des scènes d'introspection, des monologues internes, et les conflits émotionnels ici vont dominer. Un cadre littéraire riche, des styles littéraires variés, d'un réalisme minutieux à des approches poétiques ou abstraites. L'idée ici, ça va être pour vous de trouver votre voix d'auteur. Le roman donne une liberté pour expérimenter avec un style unique et une vision personnelle. Il va falloir définir un message ou un thème central, choisir les thèmes clés à explorer qui peuvent être variés et profonds. Les choix entre la narration à la première ou la troisième personne ici vont être intéressants. Vous pouvez aussi développer des perspectives multiples euh, pour avoir une narration plus riche. Établir un lien avec le lecteur, créer une immersion par une narration captivante et une relation d'empathie avec les personnages. Sur les mouvements littéraires et les genres de romans, comme pour le cinéma et pour les séries, il y a des genres variés, les romans policiers, fantastiques, historiques, psychologiques, et chaque genre justement apporte ses conventions et ses techniques. Et une influence des mouvements littéraires, le réalisme, le romantisme, le modernisme, justement qui ont façonné les approches d'écriture. On peut expérimenter aussi des formes hybrides, on peut explorer des romans graphiques ou l'influence de l'essai ou du journalisme sur l'écriture. On peut avoir une approche plus contemporaine. L'idée ici, c'est comme on l'a dit dans un précédent cours, marier aussi différents genres entre eux et différentes tonalités. Quelle importance et impact du roman dans la culture? Le roman peut être vu comme un reflet et une critique des réalités sociétales et politiques. C'est une forme d'expression personnelle. Écrire un roman permet de partager une vision unique et une expérience ou une réflexion. C'est même toute la force du roman, c'est que ça ne dépend que de vous, hein, contrairement à un jeu vidéo ou à une série ou à un film. On a besoin d'une grande équipe en général pour pouvoir aller au bout d'un projet. La littérature comme moyen de marquer aussi son époque, d'exprimer des vérités intemporelles. Et en termes d'empathie et de compréhension, il y a une exploration des dilemmes humains, ce qui va renforcer la compréhension des autres par le biais de la fiction. Tout d'abord, on va partir de l'idée au concept littéraire. C'est un peu comme ce qu'on a vu auparavant, on part toujours d'une idée très générale. Je vous renvoie au cours où on parlait de prémices, de pitch, etc. Définir une idée forte, le grand concept, puis après on développe de plus en plus comme un entonnoir et on va pouvoir avoir des idées de plus en plus complexes pour arriver enfin à l'écriture. On part d'une inspiration initiale, d'une observation, d'une émotion, d'une question qui résonne en nous. On évalue son idée, est-ce qu'il y a un potentiel pour captiver et créer une intrigue durable. Identifier si l'objectif est de divertir ici, est-ce qu'on souhaite divertir, est-ce qu'on souhaite interroger ou provoquer une réflexion. Exemple très général, hein, qu'est-ce que la liberté ou comment survivre dans un monde qui change. Ensuite, l'idée c'est de transformer l'idée en concept littéraire, développer un concept clair, définir les enjeux, le cadre et le ton du roman. Et là, pour le coup, je vous renvoie vers le cours Construire un univers. On a vu ensemble comment, c'est le terme clé, le world building, comment concevoir un univers cohérent et intéressant. Créer une cohérence narrative, intégrer une logique interne pour donner de la consistance. Développer un synopsis, soit en une phrase sous forme de pitch, soit en synopsis de type cinématographique sur une page, pour avoir la grande thématique et les grandes actions de l'histoire. Analyser la viabilité, vérifier que l'idée peut être développée sur une longue narration, et évidemment vérifier aussi que l'histoire n'a pas été racontée euh, par quelqu'un d'autre. Identifier les thèmes majeurs, choix des thèmes, par exemple l'amour, la guerre, la solitude, le pouvoir, l'identité. Il y en a tellement. Vous pouvez aussi revenir vers les cours précédents où on en a identifié plusieurs, notamment les 36 axes dramatiques de Polti. Approfondir chaque thème, se poser des questions profondes sur chaque thème. Qu'est-ce que vous souhaitez raconter par rapport à ces thèmes? Quelle est votre vision des choses que vous voulez apporter
pour vos lecteurs. Identifier les thèmes principaux et les thèmes secondaires. On gardera toujours cette façon de procéder entre arcs narratifs principaux et arcs secondaires, comme dans le jeu vidéo les quêtes principales et les quêtes secondaires. Ici, les thèmes principaux et il y aura toujours des thèmes secondaires. Et décider justement des thèmes à traiter en priorité. Et l'idée, c'est de voir si nos thèmes s'alignent avec l'idée de base. Et encore une fois, l'idée, c'est de s'assurer d'une unité conceptuelle pour ne pas dévier. Définir les personnages principaux, encore une fois, je vous renvoie vers le cours sur l'anatomie des personnages. Les personnages sont les moteurs de la narration. Donc ici, ils vont être moteurs de l'idée, concevoir des personnages pour incarner les thèmes qu'on souhaite développer, avoir un développement de la profondeur, attribuer des valeurs, des peurs et des désirs à nos personnages, quelles sont leurs motivations, quels vont être les conflits auxquels ils vont être confrontés, donc des conflits internes ou externes, et créer une cohérence des arcs. Ici, c'est avec l'univers de la série, des arcs de personnages, des arcs où ils évoluent, ils passent par différentes phases, jusqu'à un moment donné où il y a une révélation sur eux-mêmes. Établir le cadre et l'atmosphère, quel lieu, quelle époque. Pareil, on revient sur le cours du world building, sur comment concevoir un monde. Quelle est la tonalité narrative, décider si l'ambiance est sombre, poétique, réaliste. L'importance du cadre pour le concept. Le cadre doit renforcer les thèmes choisis. Et l'idée, en fine, c'est de créer une ambiance qui soutient les enjeux de l'histoire. Ensuite, un travail de filtrage pour pouvoir approfondir l'idée. L'idée, c'est de se focaliser sur le cœur de l'histoire, identifier les éléments non essentiels. Encore une fois, c'est une technique qui vient aussi du jeu vidéo, qui s'appelle la conception par soustraction, par Fumito Ueda, qui a développé le jeu Shadow of the Colossus. L'idée, c'est pas de rajouter toujours plus d'éléments, mais en fait, c'est d'en enlever pour arriver à l'essentiel de l'histoire. Quelques techniques d'approfondissement, utiliser des fiches de personnages, faire du mind mapping, c'est-à-dire développer sur des petits dessins des événements qui sont liés entre eux, des personnages qui sont liés entre eux, etc. Et des outils de brainstorming. Avoir un questionnement continu, interroger chaque choix pour en vérifier la pertinence, c'est extrêmement important. Et limiter enfin les digressions, se concentrer sur les aspects fondamentaux de l'intrigue. Structurer les idées en actes, on revient ici à ce qu'on a vu depuis le début, un début, un milieu, une fin, cette thématique est universelle. Donc en gros structurer en 3 parties majeures, développer des étapes clés, créer des moments pivots pour chaque acte, maintenir le rythme, on a aussi parlé de pacing, varier les actions et réflexions pour garder l'intérêt du lecteur, entre tension narrative et relâchement, et enfin créer un arc narratif cohérent, la progression doit être naturelle et engageante. Éviter la surcharge d'idées, l'importance de la simplicité, prioriser les éléments qui renforcent l'histoire, limiter les sous-intrigues. Trop de sous-intrigues ici peuvent noyer le thème principal, on l'a dit aussi pour d'autres cours, donc avoir un bon équilibre. Contrôler les personnages secondaires, choisir ceux qui enrichissent directement l'intrigue. Des fois, vous savez, deux personnages se ressemblent tellement qu'il suffit en fait de les fusionner, en fait. On se dit pourquoi en avoir deux, autant les fusionner en un seul personnage. Et éviter les idées tangentes, garder un cap narratif clair pour éviter de la confusion auprès du lecteur. Quelques techniques narratives pour le concept, le choix de la perspective, est-ce que vous voulez raconter votre histoire à la première personne, à la troisième personne, ou à un point de vue narratif omniscient. On peut avoir aussi un point de vue multiple, l'utilisation de plusieurs narrateurs si le concept l'exige. Sur l'ordre et le rythme des révélations, décider du moment pour introduire les éléments clés, utiliser des métaphores et des symboles pour renforcer justement les thèmes de manière subtile. Valider enfin le concept final, développer un pitch, résumer le concept en quelques phrases pour vérifier sa clarté, demander des retours auprès de ses proches ou d'amis, présenter l'idée pour avoir un premier retour constructif, affiner le concept, ajuster en fonction des feedbacks pour plus de cohérence et vérifier la résonance émotionnelle. L'idée doit générer un impact émotionnel sur le lecteur. Cette fois-ci, on va s'intéresser, une fois qu'on a préparé le terrain pour l'écriture, on va cette fois-ci s'intéresser un peu plus à la construction d'une intrigue sur un format qui est un format long. On va d'abord planifier l'intrigue principale, définir l'arc central, identifier le conflit principal, le but du protagoniste et l'enjeu global. Structurer en 3 actes, on l'a dit, mise en place, développement et résolution de l'intrigue. Quels sont les points pivots? Insérer des rebondissements qui dynamisent la progression et qui surprennent le lecteur.
quel est le climax et la résolution, planifier en un point culminant fort qui amène une conclusion satisfaisante. Établir les bases de l'intrigue dès le début, avoir une introduction efficace, comme pour un film ou pour une série ou pour un jeu vidéo, les premières minutes sont les plus importantes. Il faut réussir à capter l'attention du spectateur ou du lecteur dès les premiers instants. C'est vraiment là que ça se joue. Donc il faut poser le cadre, le protagoniste et l'enjeu dès les premiers chapitres pour pouvoir accrocher. Justement, sur l'accroche, il faut que le début soit captivant et engage le lecteur dans l'histoire. Il faut avoir un équilibre entre mystère et clarté. Donc susciter des questions sans créer de confusion dès le début. Il faut juste le mystère est moteur pour pouvoir s'accrocher à une histoire. Présenter des thèmes, intégrer subtilement les thèmes majeurs pour préparer le terrain. Avoir une construction progressive des tensions, une évolution des conflits, intensifier les obstacles au fil des chapitres. En termes de suspense et d'attente, utiliser des cliffhangers à bon escient et des mystères pour garder l'intérêt. Utiliser des techniques d'anticipation, insérer des indices ou des présages pour nourrir l'attention. Relâcher et réintroduire l'attention, équilibrer justement les moments calmes et les moments intenses. En termes d'exploration de sous-intrigues, les sous-intrigues permettent d'enrichir l'histoire principale et de développer les personnages. Il faut qu'il y ait une cohérence des intrigues secondaires, évidemment, s'assurer qu'elles soutiennent et qu'elles complètent l'intrigue principale, faire en sorte que les intrigues secondaires convergent vers l'histoire principale. Ça, c'est très important pour pouvoir, in fine, ajouter de la profondeur et relier toutes les intrigues entre elles. Attention à un risque de surcharge, limiter le nombre d'intrigues secondaires pour éviter de diluer l'histoire principale et perdre, in fine, votre lecteur. L'idée aussi, c'est de développer les personnages par les sous-intrigues et les arcs des personnages. En gros, c'est utiliser les intrigues secondaires pour faire évoluer les personnages, on va avoir des révélations personnelles, utiliser les sous-intrigues pour dévoiler les forces et les faiblesses des personnages. En termes d'intrigues de relations, inclure des intrigues interpersonnelles pour renforcer les liens entre les personnages. Quel est l'impact sur le lecteur? En gros, ça va renforcer son attachement à l'intrigue et au personnage. Technique pour maintenir le rythme du récit, avoir une alternance de moments d'action et de réflexion, équilibrer les scènes intenses et calmes, interrompre les attentes, jouer avec les attentes du lecteur pour éviter la prévisibilité. En termes de vitesse narrative variable, ralentir et accélérer le rythme pour marquer les moments importants, introduire des mini-objectifs, définir des étapes intermédiaires pour garder le lecteur engagé. Sur les rebondissements, définir les moments clés, planifier les twists qui surprennent mais qui restent logiques. Il faut toujours rester sur quelque chose de cohérent. Créer un foreshadowing subtil. Donc, foreshadowing, c'est préparer un élément qui apparaît au tout début de l'histoire, n'est pas encore utilisé et qui prend tout son sens à un moment clé de l'histoire bien plus tard. Donc on met des petits indices au tout début, voire au milieu, qui à la fin prennent leur sens. Quelles conséquences des rebondissements? Chaque twist doit avoir un impact sur le personnage et l'histoire. Et évidemment, si ça fonctionne bien, ça aura aussi un impact sur le lecteur. Préparer le déroulement du climax, construire vers le climax, intensifier progressivement l'intrigue jusqu'au point culminant. Il y a un élément, quels sont les éléments de tension maximale? Concentrer les conflits principaux vers le climax. Penser à la résolution du conflit, fournir une solution crédible et satisfaisante pour le lecteur. En termes de retombée du climax, illustrer les conséquences de l'apogée sur les personnages et le monde. Sur la résolution et la conclusion de l'intrigue, le dénouement, il doit permettre aux personnages de résoudre leur dernier conflit, fermer les sous-intrigues, s'assurer que chaque intrigue secondaire a une fin cohérente, et sur les thèmes et le message final, rappeler le message ou les thèmes centraux du roman. Quel impact durable? Laisser une dernière impression marquante sur le lecteur. Comme on l'a dit, les tout premiers instants d'une œuvre sont les plus importantes, et les tout derniers instants, c'est notre dernier souvenir qu'on garde d'une œuvre. Donc il faut particulièrement les travailler. Importance, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans les séries et ici pour le roman, de se relire et de réajuster pour avoir une meilleure cohérence narrative. Donc, on analyse la structure, on vérifie la progression et le rythme de l'intrigue, on vérifie la cohérence des sous-intrigues, s'assurer qu'elles soutiennent justement le thème central et l'intrigue principale, réajuster des arcs de personnages, vérifier que les personnages évoluent en accord avec les événements et avec la personnalité qu'on leur a donnée pour le travail préparatoire, faire des tests de lecture, intégrer des retours pour valider l'impact et l'engagement de l'intrigue.
Comment on développe des personnages de façon littéraire, il y a des personnages intérieurs, c'est ça la spécificité du roman, c'est que on peut être directement dans leur tête en fait, c'est ça qui est propre du roman. Donc on va détailler les sentiments complexes des personnages pour enrichir leur humanité, on va les mettre face à des dilemmes internes, poser des conflits moraux et des choix difficiles qui reflètent les thèmes du roman. En termes de pensée et de perception, décrire comment les personnages perçoivent leur environnement pour ajouter une dimension personnelle. Et développer une certaine forme de réalisme psychologique, créer des réactions crédibles et nuancées face aux événements de l'intrigue. Utiliser le monologue interne, c'est une voix intérieure unique, l'idée c'est de concevoir un monologue distinctif pour chaque personnage en accord avec leur personnalité. Sur le rythme et le langage, adapter le style du monologue interne à l'état émotionnel du personnage. On ne parle pas de la même façon si on est blessé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. En termes de révélation personnelle, utiliser la voix intérieure pour partager des éléments non verbalisés ou cachés aux autres personnages. Et en termes d'introspection et de complexité, plonger dans les pensées profondes pour donner une vision intime des conflits internes. En termes de développement psychologique, il faut avoir une évolution naturelle, permettre au personnage de changer en fonction des expériences vécues dans l'intrigue, développer les forces et les faiblesses, équilibrer les qualités et les défauts pour des personnages crédibles et attachants, c'est très important, ça s'inspire de la réalité, on a tous des forces et des faiblesses. Sur les motifs et les traumatismes, intégrer des éléments du passé ou des faiblesses persistantes qui influencent les choix des personnages. Développer la profondeur psychologique, ajouter des couches de complexité avec des motivations qui vont au-delà des actions visibles. Quelques techniques de caractérisation indirecte, des actions révélatrices, utiliser par exemple les comportements pour dévoiler la personnalité sans narration explicite. Des fois, les comportements en disent beaucoup plus que les mots. Avoir des dialogues significatifs, les mots, le ton et le silence des personnages contribuent à leur développement psychologique. La réaction des autres est très importante, la manière dont un personnage interagit avec les autres va enrichir sa profondeur. Utiliser des techniques de symbolisme et d'objets personnels, par exemple des objets, des habitudes ou des lieux favoris, pour évoquer des aspects cachés de leur personnalité. Comment construire une connexion émotionnelle avec le lecteur? Tout d'abord, l'idée c'est que votre personnage puisse s'identifier et avoir une empathie. L'empathie n'est pas forcément qu'avec un personnage qui est bon, ça peut être un anti-héros. Donc l'idée c'est de faire en sorte que le lecteur s'identifie aux dilemmes et aux émotions du personnage. En termes de moments de vulnérabilité, exposer des instants de fragilité pour rendre les personnages attachants. Donc, si on est sur un personnage horrible, justement, le voir à un moment de faiblesse va peut-être créer une certaine forme d'empathie avec ce personnage-là. La progression des relations, montrer comment les liens avec les autres personnages influencent leur croissance psychologique et en termes d'impact émotionnel, créer des moments qui résonnent avec le lecteur en rendant l'évolution du personnage tangible et mémorable. Là, c'est le propre du roman, c'est l'art de la description et de l'atmosphère. Dans le cours de comment écrire un script, ce n'est pas le cas. Les descriptions ne sont pas importantes. Ce qui est le plus important, ça va être le visuel. Dans le roman, la description est très importante. C'est ce qui fait vivre, ce qui permet de se visualiser l'univers et enrichir la narration. Quelle importance de la description immersive? C'est transmettre une vision, utiliser les descriptions pour donner vie à l'univers du roman, renforcer l'immersion, plonger le lecteur dans chaque scène en stimulant son imagination. Le lecteur est cette fois-ci passif par l'histoire. C'est pas comme dans un jeu vidéo où il doit choisir une quête A, un choix A ou un choix B. Par contre, il est actif par le fait qu'il recrée dans son esprit l'univers qu'il lit. En termes de rôle narratif, les descriptions enrichissent l'intrigue et révèlent l'atmosphère du récit. Évidemment, en termes de contextualisation, ça permet de situer les personnages dans des lieux et des ambiances uniques. Ici, ça va être d'évoquer, d'utiliser nos cinq sens. Donc, tout d'abord, il y a la vue, utiliser des détails visuels qui permettent au lecteur de voir justement la scène, d'écrire des sons, donc utiliser l'ouïe, des bruits ambiants, des dialogues, des sons caractéristiques qui animent les lieux, utiliser l'odorat, les odeurs pour rappeler des émotions ou des souvenirs enfouis, le toucher, les sensations tactiles pour donner de la profondeur à l'expérience, et le goût associé à un lieu ou à une situation pour créer des scènes plus intimes. On peut aussi construire une atmosphère, et on doit, par le choix des mots. Il faut avoir une diction évocatrice, des mots précis pour
transmettre des émotions spécifiques, avoir un vocabulaire ciblé, par exemple utiliser des termes qui reflètent l'ambiance désirée, inquiétant, lumineux, etc. En termes de rythme et de structure, des phrases courtes pour l'urgence, longues pour la lenteur. Faire un jeu d'ombre et de lumière, jouer avec les contrastes pour souligner les nuances de l'atmosphère et renforcer l'atmosphère globale de la narration. Créer une ambiance émotionnelle, avoir un climat émotionnel, adapter les descriptions pour influencer l'humeur du lecteur, avoir un reflet des personnages, faire correspondre l'ambiance au ressenti intérieur des personnages, avoir un contraste entre l'ambiance et l'action, utiliser des lieux calmes pour accentuer une tension ou un danger. Si on peut imaginer, je sais pas moi, on est dans un univers, dans un parc d'attractions qui est censé être un lieu de divertissement et ici passe un crime, vous voyez qu'ici on crée un contraste entre l'ambiance et l'action, et donc ça renforce l'engagement du lecteur. Utiliser aussi un symbolisme de l'environnement, intégrer justement des éléments naturels ou urbains comme métaphore de quelque chose. Par exemple, utiliser un phare pour symboliser l'ouverture ou le lieu précis où nous souhaitons aller, etc., etc. Ancrer les lieux dans l'imaginaire du lecteur, avoir des lieux mémorables. C'est toujours ce qu'on souhaite faire en tant qu'auteur, que ce soit au cinéma ou aux jeux vidéo, c'est de faire de partager des expériences mémorables qui restent dans l'esprit de l'audience. Créer des descriptions uniques pour les lieux clés du roman. Intégrer des cultures et des coutumes locales, donner un réalisme culturel justement. Avoir un cadre historique et géographique, des éléments qui situent le lecteur dans un lieu particulier. Avoir une description dynamique, dans le sens où l'idée ici, c'est de faire évoluer l'ambiance en fonction des événements du récit. Rendre la description active, c'est une description par l'action, intégrer des détails descriptifs au cours des actions des personnages pour pas que ça soit trop statique. Voilà, donc ça peut être lié à un moment d'action du personnage. Par exemple, le personnage est blessé et d'un coup, dans sa douleur, il découvre quelque chose de nouveau sur l'environnement dans lequel il se trouve. Par rapport à la sensibilité des personnages, décrire à travers les yeux des personnages pour créer une immersion personnelle. Donc ça sera un point de vue subjectif. On n'est pas obligé de décrire de façon froide un environnement, on peut le décrire à travers le regard, les émotions d'un personnage, ou pourquoi pas à travers le dialogue de personnages. On peut insérer des descriptions à travers le dialogue pour une scène beaucoup plus vivante, justement. En termes d'interaction et de perception, faire en sorte que les personnages interagissent avec leur environnement. C'est très important parce que sinon, l'environnement n'a pas de plus-value alors que l'environnement est fondamental dans le récit littéraire. La description comme reflet de la psychologie. On peut avoir une introspection à travers le décor. Les lieux reflètent l'état mental, on l'a dit, peut refléter l'état mental du personnage. On peut avoir des ambiances oppressantes, des lieux sombres ou confinés, justement pour montrer l'angoisse. On peut avoir des refuges lumineux, créer des lieux paisibles pour les moments d'espoir, et des contrastes psychologiques joués sur des environnements changeants pour exprimer des émotions instables. Éviter l'ennui dans les descriptions, avoir un bon dosage, un bon équilibre, alterner entre action et description pour garder le rythme. Trop de description, c'est fatigant, trop d'action, c'est aussi fatigant. Voilà, c'est un outil narratif qui nous permet de doser en fait. Avoir une pertinence narrative, se concentrer sur les descriptions qui servent l'intrigue ou les personnages, sinon ça n'a pas d'intérêt, on supprime tout simplement. Sur les détails significatifs, éviter les descriptions trop longues, privilégier les éléments essentiels et avoir une variété descriptive, changer le rythme et le style pour éviter la monotonie. L'idée, c'est de réussir en tout cas à constamment surprendre le lecteur. Avoir une atmosphère dynamique, changer l'atmosphère, faire évoluer l'ambiance selon les enjeux de l'intrigue. Ça peut être un peu ronflant d'être toujours au même endroit, même si ça peut être très intéressant, notamment si on développe un huis clos. Une adaptation au personnage, des lieux perçus différemment par divers personnages, donc chacun peut avoir un point de vue sur un même lieu. Créer des éléments de surprise, intégrer des détails inattendus qui modifient l'atmosphère d'une scène et avoir un contraste et une évolution, c'est-à-dire une atmosphère qui s'assombrit ou s'éclaircit selon les événements. Un endroit heureux, a priori heureux, qui, après une tragédie, devient un endroit de malheur pour nos personnages. Quelques techniques pour enrichir la lecture sans alourdir le récit. Utiliser des synthèses visuelles, utiliser des métaphores, des analogies pour des descriptions concises, c'est-à-dire faire pourquoi pas des comparaisons, dire que cet endroit ressemble au paradis ou à l'enfer,
permet comme ça très rapidement de comprendre et de situer quelle est l'émotion derrière. Et de visualiser l'atmosphère, par exemple dire que une jungle est étouffante, comme si on se trouvait sept lieux sous terre, euh, dans les enfers, peut-être plus évocateur que de dire il faisait chaud, il faisait chaud, etc. Rythme de lecture, adapter la longueur des descriptions au moment de l'intrigue, se focaliser sur le mouvement, insérer des éléments qui suggèrent le passage du temps ou de l'évolution, et sur les effets psychologiques subtils, suggérer plus qu'on ne montre pour stimuler l'imagination. La suggestion est très intéressante en termes de technique narrative parce que c'est nos lecteurs, notre audience, qui vont résoudre et comprendre la problématique par eux-mêmes et non pas nous qui allons leur donner la résolution de la problématique. Les techniques sur les dialogues dans les romans. Là, il y a une importance très importante évidemment des dialogues dans les romans. Les dialogues vont révéler les relations, les tensions et les motivations des personnages. Sur le style, le style doit être naturel, trouver un équilibre entre authenticité et style littéraire pour un rendu plus fluide. Ça doit faire avancer l'intrigue, utiliser les dialogues pour introduire des informations essentielles sans alourdir le récit. Sur le rythme du récit, des dialogues bien dosés permettent d'alterner entre narration et interaction vivante. Quelques techniques d'écriture de dialogue pour les romans. Montrer sans tout dire, laisser entrevoir les intentions cachées des personnages par leurs mots ou leur silence. Les silences, on l'a dit plusieurs fois, sont peut-être plus intéressants que les mots. On peut aussi utiliser, et on doit utiliser le sous-texte, intégrer des sous-entendus pour enrichir le dialogue et ajouter de la profondeur. Justement, on peut utiliser des euphémismes, on peut utiliser des exagérations, etc. Il faut avoir des dialogues dynamiques, éviter les échanges trop formels en utilisant des interruptions, des hésitations et des silences naturels. Il faut que ça paraisse le plus naturel possible pour renforcer l'immersion. L'immersion est toujours clé, que ce soit pour le cinéma, la série, le jeu vidéo et le roman. Créer de la tension, amener des conflits subtils dans les échanges, justement pour renforcer l'intérêt du lecteur. Avoir des dialogues indirects, apporter des échanges sans utiliser des guillemets pour une narration plus fluide, avoir une narration intérieure, combiner dialogue et pensée du narrateur pour apporter des informations supplémentaires, avoir une fusion avec la narration, intégrer les dialogues dans la narration pour une transition naturelle entre action et parole. Développer un style d'auteur, ajuster le niveau de dialogue direct ou indirect dans le style du récit pour avoir un effet propre. Développer la voix unique de chaque personnage, identifier chaque voix, des expressions, des accents, des tournures propres à chaque personnage, ce qui va les caractériser, ce qui va nous permettre de nous attacher encore plus à ces personnages. En termes de caractère dans les dialogues, révéler la personnalité à travers les choix des mots, le ton et le rythme de la parole. On l'a dit plusieurs fois, une personne qui est d'un statut haut, un statut social haut, ne parlera pas comme une personne qui est d'un statut social bas. Et par ailleurs, des fois, inverser les deux peut créer un décalage narratif qui est très intéressant. En termes de consistance des voix, maintenir une cohérence pour chaque personnage pour qu'elle soit reconnaissable par son dialogue. Sinon, ça peut être problématique si deux personnages différents parlent de la même manière, ça nuit à l'immersion. Différencier les registres, des dialogues adaptés à chaque personnage en fonction de leur âge, de leur milieu social ou de leur éducation. Donner vie aux interactions entre personnages, quel est le style de relation, adapter le dialogue entre la nature des relations, est-ce que ce sont des amis, des ennemis, des familles, on ne parlera pas évidemment de la même façon. Créer une subtilité des échanges, intégrer des non-dits, des hésitations pour enrichir les échanges et renforcer le réalisme. Il faut avoir une évolution des relations, faire évoluer la manière dont les personnages se parlent en fonction de l'intrigue, et il faut que ça ait un impact sur l'intrigue elle-même, utiliser les dialogues pour poser des dilemmes, lever des mystères ou révéler des secrets. On va utiliser des verbes de parole, on va voir quelques exemples par la suite. Il y a des verbes de parole standards, des verbes tels que dire, répondre, demander pour la clarté et la simplicité. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser des verbes de parole plutôt imagés, incorporer des verbes qui sont beaucoup plus évocateurs, ce qu'on dit, suggérer et évoquer est plus intéressant que d'écrire simplement une action, pour transmettre des émotions et des états d'âme. Par exemple, on peut utiliser rugir pour exprimer une colère intense ou une forte affirmation. On peut utiliser le verbe beugler
pour une communication désespérée ou chaotique. On peut utiliser, vous voyez ici, se liquéfier pour décrire une vulnérabilité ou une peur palpable. Pourquoi pas aussi se décomposer pour illustrer une détresse émotionnelle ou un effondrement. Et que ça sera beaucoup plus intéressant que de dire tout simplement le personnage dit, le personnage répondit, le personnage demanda, qui sont des termes plutôt neutres et non évocateurs. Choisir des verbes qui reflètent l'état émotionnel du personnage va renforcer justement l'immersion du lecteur dans notre récit. Et ça va nous donner une variété stylistique, utiliser des verbes variés pour éviter les répétitions justement et rendre le dialogue plus dynamique et mémorable. Voilà. Parce que si on dit tout le temps il dit, il demanda, ça peut être très fatigant pour le lecteur. Alors je vous ai mis une liste, je ne vais pas tous les lire, mais vous pouvez faire pause et regarder les exemples. Il y a différentes métaphores possibles pour les verbes de parole imagées. Donc on a sur l'animalité, ça va évoquer des comportements et des émotions animales, ce qui va apporter une dimension instinctive et sauvage au dialogue. On l'a dit, hein, rugir, gronder, miauler, beugler, bourdonner, etc. On peut avoir des verbes de texture, ce qui va renvoyer des sensations tactiles, par exemple grincer, s'adoucir. On peut avoir des états de matière, ce qui vont illustrer des transformations physiques en fait, ce qui va suggérer en fait des changements dramatiques dans l'état des personnages, par exemple se décomposer, s'effondrer, éclater, se durcit, s'évapora, etc., etc. On peut avoir des verbes de parole qui évoquent le mouvement, s'élancer, flotter, ruisseler, le son, crier, chuchoter, murmurer, des émotions, éclater, pleurer, rire, se tordre. On peut avoir des verbes qui évoquent la lumière et la couleur, éclairer, obscurci, flamber. On peut avoir des verbes de temporalité, s'éterniser, fuir, suspendre, ou des verbes de sensation physique comme frissonner, tressaillir ou trembler. Le style et la voix de l'auteur, ça va être le plus important, c'est ce qui va être le plus important, c'est-à-dire développer votre singularité. Comme on l'a dit, il y a une importance du style personnel dans l'écriture, donc il y a une différence entre le style et la voix, le style et la manière d'écrire, tandis que la voix est la personnalité de l'auteur. Il y a un impact du style sur la réception du texte par les lecteurs. Définir son style personnel, tout d'abord avoir un exercice d'écriture libre, écrire sans contrainte pendant 10 minutes pour explorer des idées, des émotions. L'idée c'est que vous trouviez votre propre style, écrire pourquoi pas un moment précis du récit pour voir ce que ça donne, puis après l'écrire d'une autre façon, et ainsi vous allez pouvoir définir ce qui vous sied le plus. Pourquoi pas aussi aller dans des ateliers d'écriture, partager des écrits avec d'autres auteurs pour obtenir des retours constructifs. Trouver une voix unique et authentique, avoir une écriture réflexive, analyser ses propres expériences et émotions pour trouver des thèmes récurrents. Il faut que ça vous parle à vous, par quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous a touché. C'est très important de puiser en fait dans ces émotions, dans ces tragédies qu'on a vécues, dans ces moments de bonheur aussi, ou ça peut être, si on ne l'a pas vécu, une certaine façon d'être... il faut absolument être curieux des autres, justement, pour enrichir et rendre vivant son récit par la suite. On peut s'inspirer des expériences de proches, tout simplement, même si on ne les a pas vécues, on peut s'inspirer d'expériences de proches, voire de personnages historiques, évidemment, ou de personnages qu'on a vus dans des documentaires ou dans des reportages. L'idée, c'est de jouer avec le ton, expérimenter différents registres. Est-ce que vous voulez être plutôt dans un registre humoristique, dans un ton sérieux, plutôt mélancolique? Vous pouvez tester la même action qui se passe selon 3 tonalités et voir ce que ça donne. Vocaliser ses textes, lire à haute voix, justement, ça permet de percevoir le rythme et la musicalité des mots, justement, pour voir si ça fonctionne bien. C'est bien aussi de lire à haute voix pour voir si, justement, ça sonne bien. Et adapter le style au genre, comprendre les conventions de chaque genre littéraire, le réalisme, le fantastique, le drame. Par exemple, dans le réalisme, on va avoir des détails précis et des descriptions ancrées dans la réalité. Dans le fantastique, on va avoir un langage évocateur et symbolique. Dans le drame, on va avoir des dialogues percutants et introspectifs. Il faut qu'il y ait une importance de la cohérence stylistique dans l'œuvre, c'est très important. Après, évidemment, vous pouvez toujours casser les conventions et trouver votre propre voix. C'est aussi une façon de surprendre ses lecteurs. On peut par exemple développer un univers fantastique avec une écriture extrêmement réaliste. Ça peut ainsi surprendre les lecteurs.
Sur le choix stylistique selon le ton, dynamiser la narration, utiliser des verbes d'action et des phrases courtes dans des passages intenses, établir une atmosphère, choisir un vocabulaire riche et descriptif pour créer une ambiance particulière, adapter le rythme, varier la longueur des phrases pour refléter le ton de la scène, rapide pour l'action comme on l'a dit très souvent, et lent pour la réflexion. Approfondir la narration, explorer des formes narratives, pourquoi pas les lier, la narration, des fois des moments de narration omnisciente, narration à la première personne, narration à la deuxième personne, impliquer directement le lecteur dans l'histoire. C'est comme si vous parliez directement à votre lecteur, ça peut être aussi assez original. Et bon, on peut avoir un choix de la narration en fonction de l'effet désiré sur le lecteur. Encore une fois, ça va être le mariage de ces différentes techniques qui va rendre votre œuvre singulière. Expérimenter avec la structure narrative, vous pouvez jouer sur la non-linéarité, jouer avec le temps et l'ordre des événements pour créer des intrigues captivantes. Sinon, je vous renvoie vers les cours précédents, utiliser des flashbacks, des flash-forwards, des retours en arrière et des anticipations pour enrichir la trame, raconter un point de vue multiperspective à travers les yeux de différents personnages, voire différentes époques. Voilà, tout ça, ce sont des outils qui vont permettre de s'affranchir en fait des conventions et de surprendre un peu plus le lecteur. La musicalité de l'écriture est très importante. C'est ce qui va être votre signature finalement en tant qu'auteur. Utiliser des répétitions, des allitérations, utiliser des motifs sonores pour créer une musicalité dans les textes, choisir des structures de phrases qui soutiennent l'émotion ou l'action de la scène, et avoir un équilibrage entre dialogue et narration, intégrer harmonieusement le dialogue pour enrichir la voix des personnages. Sur le rythme et la progression, vous pouvez utiliser par exemple des ellipses, ça permet de dynamiser en fait sa narration, sauter des périodes de temps pour condenser l'intrigue et maintenir l'intention, utiliser des retours en arrière, on l'a dit, des flashbacks ou des prolepses, c'est-à-dire anticiper des événements futurs pour créer du suspense et engager le lecteur. Donc, prolepse, c'est le terme français pour flash forward. Créer des moments clés, des événements cruciaux, on l'a dit, moments qui changent le cours de l'histoire ou la dynamique des personnages, le climax, qui doit être le point culminant de l'histoire, et des transitions, utiliser des moments clés pour relancer l'intrigue et passer d'un arc narratif à un autre. Avoir un équilibre entre scène et introspection, des scènes d'action, ça va créer des scènes dynamiques qui avancent l'intrigue, et on va avoir des moments d'introspection, ça offre des pauses pour le développement des personnages et des thématiques, faire une transition fluide entre les deux justement pour que le lecteur continue d'être bien immergé dans l'histoire. Pareil, importance in fine, une fois qu'on a développé notre roman, une première version, une importance fondamentale de la réécriture, de la relecture et enfin de la publication qui sera la phase finale de notre écriture. Quelques méthodes de révision, lire à haute voix, on l'a dit, identifier les passages maladroits et les incohérences de rythme, prendre des notes, noter les problèmes de clarté, de style ou d'incohérence lors de la première lecture, avoir des séquences focalisées, analyser des chapitres ou des scènes spécifiques pour en améliorer la structure. Des fois, des chapitres ne fonctionnent pas, ou c'est la combinaison de chapitres qui ne fonctionne pas, des fois il faut en supprimer. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas, ça n'apporte pas grand-chose, ça ralentit l'histoire, ou des fois il faut en écrire un peu plus parce que ce n'est pas suffisant pour comprendre l'évolution d'un personnage. Sur la réécriture, il faut avoir une évaluation critique, analyser les points faibles de l'histoire avec celle des personnages et déterminer ce qui doit être amélioré. Avoir une réécriture en profondeur, ne pas hésiter à modifier. Je sais que c'est assez difficile de se dire oh là là, il faut que je supprime des pans entiers de l'histoire ou je modifie, ça peut être fatigant. Mais voilà, ne pas hésiter à modifier, à supprimer des passages entiers pour fluidifier le récit et renforcer les émotions. Avoir un équilibre entre originalité et clarté, conserver la voix unique de l'auteur tout en rendant le texte accessible et captivant. Alors ça, après, je vous donne un conseil qui est le mien, c'est d'écrire tout son roman dans un premier jet. Voilà, ça c'est un conseil personnel. Vous écrivez votre roman dans un premier jet, ne vous relisez pas, parce que ça peut être fatigant de relire chaque chapitre, de changer à chaque fois le chapitre. Moi, c'est ma technique. J'écris tout mon roman, je ne relis pas qu'avant d'avoir fini mon dernier chapitre. Voilà. À partir de là, je peux relire, je prends mes notes et je réécris par la suite. Rôle des bêta-lecteurs, c'est qu'au bout d'un moment, on est tellement centré sur son livre qu'on est plus objectif en fait. Donc le fait de le faire lire à des proches,
des amis, des membres de la famille. Justement, ça va permettre d'avoir des retours qui sont un peu plus objectifs et différents. N'hésitez pas à choisir des bêta-lecteurs qui soient assez représentatifs de votre cible, hein. Si c'est un livre de science-fiction, n'hésitez pas à le présenter à quelqu'un qui aime la science-fiction, voire aussi à des gens qui n'aiment pas la science-fiction pour avoir deux retours différents. Avoir des questions ciblées, hein, poser des questions précises sur des éléments du récit pour guider le retour d'information. Qu'est-ce que vous souhaitez tester? Est-ce que c'est le climax? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est le développement des personnages? Est-ce que vous avez senti que le développement du personnage a été cohérent? Et intégrer des suggestions, savoir faire la part des choses entre les retours utiles et ceux qui ne correspondent pas à l'intention de l'auteur. Il faut rester, quoi qu'il en soit, ouvert. Ça ne fait pas plaisir d'avoir des retours négatifs, mais des fois les retours négatifs, tant qu'ils sont constructifs, sont fondamentaux pour pouvoir avoir une histoire, développer une histoire forte et intéressante pour le public. Enfin, il faut préparer son roman pour la publication. Ça, je vous renverrai sur d'autres sites, hein. Donc, il y a un standard de présentation, donc des marges, des polices, des interlignes qui sont exigées par les maisons d'édition. Créer un résumé et un synopsis, donc déjà un pitch, en une phrase, à quoi correspond votre histoire. En une page, à quoi correspond votre histoire, quel est le déroulé de votre histoire, pour accompagner justement le manuscrit. Et créer une fiche technique qui va inclure des informations pertinentes sur le livre, le genre, le public cible, les mots-clés, pour faciliter la présentation des éditeurs. Ensuite, vous allez pouvoir rédiger une lettre de soumission, structure de la lettre, inclure une présentation brève du manuscrit, l'intrigue principale et un aperçu de l'auteur. Il faut que ce soit concis et professionnel. Il faut rédiger une lettre claire en évitant les détails superflus. Et dans cette lettre aussi, il faut absolument mettre une note d'intention. Donc, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre et quel est votre regard unique et en quoi il est important de publier votre roman. Vous pouvez aussi explorer l'auto-édition et le numérique, hein. Donc, l'idée, c'est de comprendre les plateformes disponibles et les étapes à suivre pour publier par soi-même. Et aussi, vous pouvez aussi apprendre à comment faire de la promotion en ligne, utiliser les réseaux sociaux et les blogs pour atteindre un public cible et promouvoir le livre. Voilà tout, ce cours est terminé et je vous dis à bientôt.